Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur Dunia TV. À l'occasion de l'an 3 de son accession au pouvoir, le président de la République, chef de l'État, Elhadji Issoufou Mahamadou, a livré un message à la nation que je vous propose de suivre tout de suite. Ce sera en direct sur les antennes de Télé Sahel. Nigériens, Nigériennes, mes chers concitoyens, 7 avril 2011, 7 avril 2014. Cela fait 3 ans que j'exerce les trop hautes fonctions que vous avez bien voulu me confier à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Comme les années précédentes, permettez-moi de saisir l'occasion de ce 3e anniversaire pour vous faire le bilan des actions du gouvernement dans la mise en œuvre du programme de Renaissance. Ce bilan est d'autant plus facile à dresser que le programme de Renaissance contient des objectifs précis parce que chiffrés. En effet, vous vous rappelez, pour renforcer et stabiliser les institutions démocratiques et républicaines, pour assurer la sécurité de nos frontières, ainsi que celle des personnes et des biens, pour nourrir les Nigériens, pour équiper le pays en infrastructures, pour éduquer et soigner nos enfants, pour assurer à notre peuple l'accès à l'eau et à l'assainissement, et pour créer des emplois, notamment pour les jeunes. J'avais promis de mobiliser plus de 6 240 milliards de francs CFA, dont une moitié en ressources internes, soit 3 120 milliards de francs CFA, et l'autre moitié en ressources externes. Mes chers concitoyens, afin d'optimiser la mobilisation des recettes internes, le programme de Renaissance a prévu le rétablissement du monopole fiscal de l'État. Des efforts importants consentis dans ce domaine ont permis de faire passer les recettes internes annuelles de 632 milliards de francs CFA environ en 2011 à 939 milliards de francs CFA en 2013. Le montant cumulé des ressources internes mobilisées sur 3 ans est donc de plus de 2 190 milliards de francs CFA, contre des prévisions du programme de Renaissance sur la même période de 1 872 milliards, soit un taux de réalisation de 117%. Bien que les réalisations soient supérieures aux prévisions, je suis convaincu, mes chers concitoyens, que nous pouvons faire plus, car malgré tout, le monopole fiscal de l'État n'est pas totalement rétabli, la fraude fiscale et la corruption étant loin d'avoir été éradiquées. Par ailleurs,
notre taux de pression fiscale est toujours en deçà de celui de 17% du PIB fixé par l'UEMOA. Nous devons donc, pendant les 2 prochaines années, renforcer les mesures d'assainissement et les réformes du secteur des régies financières afin d'accroître encore plus les recettes internes. Du reste, c'est dans cette dernière perspective que le gouvernement a pris des mesures pour une meilleure taxation du secteur de la téléphonie. C'est aussi dans cette perspective que nous poursuivons les négociations avec nos partenaires du secteur de l'uranium, secteur dont nous cherchons à accroître la valeur retenue à travers, comme j'ai eu à le dire à d'autres occasions, la maîtrise des coûts de production et la mise en œuvre d'une fiscalité plus favorable. Le secteur pétrolier, secteur d'avenir par excellence, fait l'objet d'une attention toute particulière. Mes chers concitoyens, le programme de Renaissance s'est fixé pour objectif de mobiliser en ressources externes sur 5 ans le même montant que celui des ressources internes, c'est-à-dire 3 120 milliards. Le gouvernement a déjà mobilisé plus de 3 200 milliards, soit 102% des prévisions. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à la communauté des bailleurs de fonds pour sa mobilisation en faveur de notre pays. Le gouvernement poursuivra ses efforts de mobilisation, mais cela suppose que des mesures énergiques soient prises pour améliorer le taux de consommation des crédits. Un audit réalisé il y a de cela quelques mois nous a permis d'identifier ces mesures. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour leur exécution. C'est le lieu de noter que le gouvernement a entrepris avec succès la mobilisation des investissements directs étrangers, notamment dans les secteurs miniers et pétroliers, ainsi que celui de la téléphonie. Mes chers concitoyens, le programme de Renaissance met l'accent sur l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique, c'est-à-dire notamment sur la lutte contre les surfacturations et les factures, afin que l'argent public soit dépensé au service de notre peuple. Cette préoccupation a été prise en compte par le gouvernement dans le cadre du chantier plus vaste de la bonne gouvernance politique et économique et donc de la mise en place d'institutions démocratiques et républicaines stables et fortes. Le classement mondial du Niger dans le domaine de la liberté de presse, l'amélioration de son indice de perception de la corruption, son éligibilité au programme du Millennium Challenge Corporation des États-Unis d'Amérique, sa reconduction pour la 3e fois comme membre du conseil d'administration de l'ITE, son adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les pairs sont autant d'indicateurs qui attestent des succès remportés par le gouvernement dans ce domaine. La fin de la mise en place de toutes les institutions prévues par la Constitution nous permettra certainement d'amplifier les actions dans ce domaine. C'est le lieu de me féliciter du bon déroulement, du jeu démocratique et du bon fonctionnement des institutions, ce qui a été illustré notamment par la décision courageuse du gouvernement, faite inédite en Afrique, d'engager sa responsabilité devant le Parlement au mois d'octobre dernier. Au total, nous avons donc une démocratie dynamique. Comme par définition la démocratie c'est le débat, je me réjouis du choc des idées. Néanmoins, les joutes oratoires doivent se dérouler dans le respect des dispositions constitutionnelles et des lois de la République, notamment celles relatives à l'unité sacrée de notre nation. Nous devons rester unis
et ne jamais céder aux sirènes de la division. Nous devons nous unir au-delà des villages, au-delà des régions et au-delà des frontières artificielles héritées de la colonisation. Notre survie en dépend et cela justifie notre combat au sein de la CEDEAO et au sein de l'Union africaine pour accélérer l'intégration au sein de notre continent. Par ailleurs, pour consolider les acquis, et l'un des indicateurs de bonne gouvernance étant l'organisation d'élections libres, transparentes et honnêtes, le gouvernement a soumis au Parlement des projets de loi relatifs au renforcement de la Commission électorale nationale indépendante, à la création d'un Conseil national du fichier électoral, à celle d'un Comité national du fichier électoral biométrique, au vote des Nigériens de la diaspora et à leur représentation à l'Assemblée nationale. Mes chers concitoyens, nous progressons donc sur le difficile chemin de mise en place d'une architecture institutionnelle démocratique forte, autrement dit d'un État démocratique fort. Des événements récents chez certains de nos voisins montrent combien il en coûte de ne pas en disposer. Mais un État démocratique fort doit avoir une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, c'est son armée, ou de manière générale, ses forces de défense et de sécurité. Seules nos forces de défense et de sécurité peuvent nous permettre de réaliser l'objectif de rétablissement sur l'ensemble de notre territoire du monopole de la violence que s'est fixé le programme de Renaissance. Seules elles peuvent nous permettre de contenir les menaces toujours présentes dans notre sous-région. Seules elles peuvent nous permettre de protéger nos frontières, ainsi que les personnes et leurs biens. Ayant compris cela dès le départ, ce secteur fait partie des secteurs auxquels le gouvernement a consacré le plus de temps et de moyens depuis 3 ans. Des ressources importantes lui ont été affectées pour recruter, former, entraîner, équiper les hommes, renforcer leur morale, notamment à travers la révalorisation de leur rémunération, en plus du renforcement des places d'armes et des postes militaires avancés, des patrouilles rurales mobilisant près de 400 véhicules circulent quotidiennement sur notre territoire. La paix relative dont jouit notre pays ne doit rien au hasard. Elle est, grâce à Dieu, le résultat d'un effort colossal consenti par l'État et des sacrifices des éléments des forces de défense et de sécurité, parfois au prix de leur vie. En dépit des résultats obtenus, nous ne nous coucherons pas sur nos lauriers. Nous avons l'intention de créer de nouveaux centres d'instruction afin de recruter et de former plus d'hommes. Nous avons l'intention de créer de nouvelles places d'armes, de bien répartir leur implantation sur notre territoire, de sorte qu'à terme, tout ennemi sache ce qui lui en coûtera de nous attaquer. Mes chers concitoyens, la pertinence de nos analyses sur les menaces sécuritaires qui secouent notre sous-région, ainsi que notre plaidoyer réussi sur la liaison étroite qui existe entre démocratie, sécurité et développement, ont certainement permis à notre pays de renforcer son prestige international. Ce prestige a été amplifié non seulement par la libération en octobre 2013 des otages français enlevés à Arlit en septembre 2010, par la visite du secrétaire général des Nations Unies, accompagné du président de la Banque mondiale, de celui de la Banque africaine de développement
de la présidente de la Commission de l'Union africaine et du commissaire au développement de l'Union européenne, mais aussi par l'élargissement de notre carte diplomatique auquel s'ajoutent nos visites dans les pays amis, les visites des chefs d'État et de gouvernement étrangers à Niamey, qui a par ailleurs accueilli beaucoup de réunions internationales. Mes chers concitoyens, le Niger renaît. Les chantiers se multiplient conformément aux prévisions du programme de renaissance. Ainsi, le gouvernement consent de gros efforts pour réaliser, dans le domaine des infrastructures, les engagements du programme relatif aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, aux infrastructures urbaines, à la réduction des coûts de transport et de l'énergie. S'agissant des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le programme de renaissance vise à porter le taux de couverture nationale de 54% en 2010 à 72% en 2015 et celui de la pénétration des TIC de 25% en 2010 à 50% en 2015. C'est dans cette perspective que le gouvernement a renforcé les équipements de l'ORTN et posé plusieurs centaines de kilomètres de fibres optiques. Concernant les infrastructures urbaines, Niamey-Niala et Dosso-Soga sont en cours. Les autres villes suivront. À Niamey a été inauguré le premier échangeur. Sont en cours la réalisation du deuxième échangeur, celui de la place des Martyrs, les travaux de bitumage de la route Goudel-Tondibia-Tonditire seront lancés. Les travaux d'aménagement de certains ronds-points, de bitumage de 70 km des rues de Niamey, 2 autres échangeurs, le 3e pont sur le fleuve à Niamey, ainsi que l'aménagement des corniches, la restructuration de certains quartiers, la réalisation de la cité administrative et des hôtels. Le gouvernement est donc en train de consentir beaucoup d'efforts pour rendre la ville de Niamey vraiment coquette. Néanmoins, cet objectif ne sera pleinement atteint que si la population de Niamey, ses élus locaux, ses leaders d'opinion, notamment ses chefs de quartier, s'approprient le projet, s'engagent, d'ailleurs conformément aux prescriptions de notre religion, à maintenir propre leur cadre de vie, à éviter les installations anarchiques et à protéger les investissements coûteux réalisés par l'État à leur profit. S'agissant de Dosso-Soga, sont en cours la réalisation de 15 km de voirie, l'aménagement et la réhabilitation des édifices publics et une cité dite du 18 décembre. Par ailleurs, dans le cadre des 57e et 58e anniversaires de la République, qui auront lieu, Inch'Allah, à Maradi, le 18 décembre 2015, et à Agadez, le 18 décembre 2016, le gouvernement est instruit pour lancer les programmes Maradi-Kolia et Agadez-Sokni. La reconstruction en cours du marché central de Maradi est désormais partie intégrante du programme Maradi-Kolia. Les autres grandes villes, chefs-lieux des régions, auront également leur programme. Ainsi, le gouvernement concevra les programmes d'Ifa Ngla, Tawa Sakola, Tilaberi Galgalo, Zender Sabwa. S'agissant des infrastructures routières, la route Niamey-Namaro a été inaugurée. La section urbaine de cette route à l'entrée de Niamey
vient d'être achevé. Les travaux de la route Tsernava-Madawa sont terminés. Des routes sont en cours de réhabilitation, pendant que de nouvelles routes sont en cours de réalisation ou au stade d'appel d'offres ou d'études techniques. Les routes bitumées nouvelles ou en cours de réfection concernent les tronçons. Difa, frontière avec le Tchad, y compris les voiries des villes de Difa, Ménesoroa et Ngimi, Goudmaria Jajiri, Zender Guidimouni, Maradi, Madarumfa, frontière avec le Nigeria, Idarunji Madawa, Madawa Bouzaketa Tawa, Filengue Tawa, Moujia Ilela Badigshiri, Bella Gaya, Saï Tapoa. Les routes au stade d'appel d'offres ou dont les études sont terminées ou en cours concernent les tronçons Arlit Asmaka, Agadez Abalama, Zender Magaria, frontière avec le Nigeria, la route RTA Kao Tchintabraden, Dosso Bela, Baleara Filangue, les ponts sur le fleuve Niger à Farié, la voie d'accès à l'île de l'Été, la voie d'accès au deuxième pont de Niamey phase 2, Tchadoua, Maradi, Taïssa, frontière avec le Nigeria, réhabilitation, Zender Agadez. Il s'agit aussi d'une réhabilitation, Hamdara, Ouacha, Dungas, frontière avec le Nigeria, Tchadoua, Meaï Tessawa, Malbaza Damnou, l'ouvrage de franchissement de Goulbe Maradi à Tiberi, Agadez, Dabaga, Ifirouane, RTA, c'est la route dite de Istanbulawa, Bagaroua, Ilela, Dogondouchi, Bagaroua, Dogondouchi, Loga, Baleara, Loga, Dosso, Walam, Tilaberi, Ablak, Bermo, Dakoro, Keta, Dakoro, Belbeji, Gezawa, Saï, Kobadje et plusieurs routes transversales liant le Niger au Nigeria. S'agissant des routes rurales, plus de 400 km sont réalisés, pendant que d'autres sont en cours de réalisation d'appels d'offres ou d'études. Mes chers concitoyens, la réduction des coûts de transport sera surtout obtenue grâce au chemin de fer. Demain, lundi 7 avril 2014, se produira un événement historique. Le lancement, ici à Niamey, des travaux du chantier de chemin de fer Niamey-Parakou-Cotonou. Le mardi 8 avril 2014 seront lancés, côté Bénin, à Cotonou, les travaux concernant le même tronçon. L'ensemble du chantier comprend une partie réhabilitation de Cotonou à Parakou et une partie travaux neufs de Parakou à la frontière du Niger, puis de celle-ci à Dosso et à Niamey. Les travaux seront réalisés en partenariat entre l'État béninois, l'État nigérien, les privés béninois, les privés nigériens et Bolloré. Ils dureront 24 mois. Le 7 avril reprendra donc la marche, je dirais l'aventure, interrompue en 1936, c'est-à-dire il y a de cela 78 ans, quand il a été mis fin aux travaux de construction du chemin de fer à Parakou au Bénin. La reprise de l'aventure ne se limitera pas seulement à ce tronçon. Elle se poursuivra avec le tronçon Niamey-Terra-Ouagadougou-Abidjan. Les études techniques sur le trajet Niamey-Frontière-Burkina sont en cours. Un protocole d'accord portant sur ce trajet a déjà été signé avec le groupe Timis. Le rêve de relier le Niger à l'océan par chemin de fer va donc, avec l'aide de Dieu, devenir une réalité. La réalisation de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou, Abidjan,
permettra au Niger, pays continental, d'avoir accès à moindre coût à 2 ports de la sous-région, le port d'Abidjan et celui de Cotonou. Mes chers concitoyens, la réalisation du projet Kandaji constitue, après le chemin de fer, le deuxième grand rêve des Nigériens. La phase barrage de ce projet a connu les difficultés que vous connaissez, difficultés qui nous ont amenés à résilier le contrat d'exécution des travaux. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ces difficultés sont désormais derrière nous. Avec les partenaires techniques et financiers, le dossier a été totalement repris. Son financement actualisé est estimé à plus de 500 milliards de francs CFA, tous volets confondus. Le financement est acquis dans sa totalité. L'exécution des travaux préparatoires, confiée à une entreprise chinoise, est en cours. L'appel d'offres pour le génie civil et les équipements hydromécaniques du barrage sera lancé dans les prochaines semaines. Les autres phases suivront. Le projet de centrale thermique au charbon de Salkdamna, quant à lui, sera lancé prochainement. Dans 2 à 3 ans, c'est-à-dire à l'entrée en production du barrage de Kandaji, au plus tard, plaise à Dieu, le Niger couvrira non seulement tous ses besoins en énergie électrique, mais en deviendra exportateur. Nos villes et nos campagnes seront illuminées. Dans l'immédiat, en vue d'améliorer l'accès à l'énergie, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement. Renforcement des capacités de production, notamment à travers la réparation et la remise en service de groupes électrogènes, la rénovation des réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique. Les travaux de la centrale de Gorubanda se poursuivent normalement. L'appel d'offres pour le renforcement des capacités de production et de transport de Sonichar a été lancé. Le financement de la ligne électrique Soraz-Zender-Maradi-Molbaza est acquis. Le projet de ligne haute tension Birnin-Kébi-Malanville-Niamey-Ouagadougou a fait l'objet d'un protocole d'accord et les partenaires pour son financement ont été identifiés. En matière d'électrification rurale, l'Agence nationale de promotion de l'électrification rurale a été mise en place. L'électrification rurale a concerné 89 villages et le gouvernement envisage d'en accélérer le processus. En plus de l'hydroélectricité, du fioul et du charbon, le gouvernement intensifiera l'utilisation du gaz dont la consommation est passée de 3 000 tonnes en 2011 à 12 000 tonnes en 2013. À travers le recours aux briquettes de charbon et au gaz domestique, le gouvernement vise à réduire la demande en bois de chauffe et donc aussi la pression sur l'environnement. Le gouvernement envisage aussi le recours au solaire et au nucléaire, dont il a décidé de préparer l'avènement avec la création de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Mes chers concitoyens, l'achèvement de la construction du pipeline Agadem Raffinerie, la mise en exploitation de la raffinerie de Zender et la commercialisation des produits pétroliers ont eu comme effet immédiat la baisse des prix à la pompe des produits pétroliers en 2013. En 3 ans, il a été produit environ 12 millions de barils et le taux de raffinage a atteint 18 000 barils par jour en 2013. L'exploration pétrolière se poursuit et les réserves découvertes permettent d'envisager les perspectives d'exploitation du pétrole brut avec optimisme. La production d'uranium est estimée, quant à elle, à plus de 13 000 tonnes
sur la période 2011-2013. Elle a été satisfaisante en 2013, en dépit de l'attentat perpétré contre la Somalie. Les négociations engagées pour le renouvellement de la convention de longue durée de cette société et celle de la Cominac permettront de créer les conditions d'un meilleur équilibre avec nos partenaires, avec notamment la mise en vigueur des dispositions fiscales du Code minier de 2006, la nigérisation immédiate du poste de directeur général de la Somaï et celle dans 2 ans de celui de la Cominac. Ces nigérisations permettront une plus grande participation du Niger à la gouvernance des sociétés. Les négociations permettront par ailleurs la réhabilitation de la route Tawa-Arlit, la construction d'un siège pour les sociétés minières productrices d'uranium à Niamey et l'accélération de la mise en valeur de la vallée de l'Iraser. La production d'or, interrompue un moment, a repris. Entre 2011 et 2013, environ 5 tonnes d'or ont été produites. La construction de la nouvelle cimenterie à Malbaza se poursuit. Les travaux de construction de nouvelles unités de production de ciment d'une capacité d'1 million de tonnes par an seront lancés, plaise à Dieu, le 23 avril prochain à Grad Awa. Un protocole d'accord et un contrat ont été signés pour la construction de la cimenterie de Kao d'une capacité d'1 million de tonnes par an. À terme, le Niger d'importateur deviendra exportateur de ciment. Le gouvernement s'est efforcé d'attirer toujours plus d'investisseurs dans le domaine de la recherche minière et pétrolière. Nous espérons que ces recherches aboutiront à de nouvelles découvertes et à une diversification de la production et des exportations. Mes chers concitoyens, le projet Kandaji, comme on le sait, comprend non seulement le volet hydroélectrique, mais aussi le volet agricole, avec l'aménagement de plusieurs milliers d'hectares le long du fleuve. Il apportera une contribution substantielle à la réalisation de l'initiative 3N, notamment s'agissant de son sous-axe relatif à l'irrigation, dont la compétitivité sera accrue du fait de la réduction du coût de l'énergie électrique attendue. Adoptée en avril 2012, l'initiative 3N est la réponse structurelle aux crises alimentaires et nutritionnelles que notre pays connaît de manière récurrente. Par exemple, de 2011 à 2013, nous avons enregistré 2 campagnes agropastorales déficitaires contre une seule excédentaire. Pour faire face au déficit de la campagne 2011, le gouvernement avait conçu et mis en œuvre un programme d'urgence qui a été un programme test de l'initiative 3N. Par la suite, le gouvernement a mis en place un dispositif institutionnel de gestion, le Haut Commissariat à l'initiative 3N, qui a élaboré une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable avec un plan d'action et un plan d'investissement prioritaire soumis à la table ronde de Paris en novembre 2012. Cette table ronde a permis de mobiliser les financements à la hauteur de nos besoins. Les actions menées depuis ont visé la maîtrise de l'eau, la mise des intrants à la disposition des producteurs, l'amélioration de la production de céréales et de légumineuses en culture d'hivernage, la promotion des cultures irriguées, notamment celles à haute valeur marchande, la modernisation de l'élevage, la sécurisation des systèmes agropastoraux,
la maîtrise des conditions sanitaires des animaux et leur alimentation, la valorisation des productions animales, la protection de l'environnement à travers notamment la récupération des terres. Parallèlement, le gouvernement a poursuivi les actions d'urgence pour faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles subséquentes aux sécheresses et aux inondations. Reconstitution annuelle du stock national de sécurité alimentaire, distribution gratuite et vente à prix modéré des vivres, cash for work et cash transfer, etc. Pour prévenir les risques d'inondation, le gouvernement a adopté un programme de plus de 138 milliards de francs CFA. Les actions d'urgence du gouvernement ont également concerné les populations nigériennes comme étrangères victimes de conflits armés. L'objectif du gouvernement est bien sûr, à terme, la substitution de la solution structurelle aux interventions d'urgence. Pour hâter cette substitution, le gouvernement a adopté un plan d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N sur la période 2014-2015. Déjà, il est heureux de noter que le Niger a atteint l'OMD1, qui vise à réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim, ce qui lui a valu une distinction de la FAO en 2012. Mes chers concitoyens, levier fondamental du développement, le secteur de l'éducation, de la formation et de la recherche a été l'objet de profondes réformes qui vont permettre de doter notre pays des ressources humaines indispensables à l'amélioration de la productivité de notre économie. Dans le cadre de ces réformes, le gouvernement a élaboré sur la base des orientations du programme de Renaissance le programme sectoriel pour l'éducation et la formation. Ce programme permet d'aborder les questions systémiques de manière cohérente et coordonnée, de mieux gérer les transitions entre cycles et de renforcer les liens entre éducation, formation, recherche et économie. Au plan des infrastructures scolaires, le gouvernement a construit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle, y compris les écoles normales d'instituteurs, environ 6 000 classes, pendant qu'environ 4 400 classes sont en cours de construction. C'est donc plus de 10 400 classes qui sont construites ou en cours de construction. Des milliers de blocs de latrines ont été aussi construits dans les différents établissements. Il s'agit là d'un effort sans précédent dans l'histoire de l'école nigérienne. L'effort est tout aussi sans précédent en matière de ressources humaines. Ainsi, la formation des formateurs a été renforcée, y compris au niveau de celle négligée pendant des années des professeurs de CEG. L'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et la formation professionnelle ont été dotés de plus de 10 000 enseignants recrutés à la fonction publique et d'environ 20 000 nouveaux contractuels, soit plus de 30 000 enseignants, compte non tenu des appelés du service civique national. Le personnel d'encadrement pédagogique a été aussi renforcé à tous les niveaux. Tous les établissements ont bénéficié de fournitures scolaires suffisantes. Toutes ces actions ont eu pour effet d'améliorer le taux brut de scolarisation, celui de la jeune fille compris. En matière de promotion des langues nationales, le gouvernement a élaboré un document cadre d'orientation du curriculum, une stratégie de généralisation de l'enseignement bilingue, des programmes d'études, des guides, des manuels, des modules de formation et des fiches pédagogiques.
Les universités publiques ont été dotées, quant à elles, de ressources financières pour la construction et la réhabilitation des infrastructures, afin de mettre les enseignants et les étudiants dans les meilleures conditions de travail. Le recrutement d'enseignants-chercheurs supplémentaires a permis d'améliorer l'encadrement des étudiants qui ont bénéficié en 2012-2013 de plus de 12 milliards de francs CFA de bourses, aides sociales et autres allocations scolaires. Néanmoins, des efforts importants restent à faire dans ce domaine. Le gouvernement est instruit pour créer d'autres universités dans le pays, tout en renforçant les universités existantes, sans oublier l'investissement dans la recherche. Mes chers concitoyens, notre pays est confronté à un immense défi démographique. Le dernier recensement général de la population montre que le taux de croissance démographique en augmentation est de 3,9%. C'est dire que la période de doublement de notre population va en diminuant, en dépit des mesures prises par le gouvernement pour créer les conditions de la transition démographique, notamment les mesures relatives à l'implication de la société civile, des leaders communautaires, chefs traditionnels et religieux, et des conseillers régionaux et municipaux dans la sensibilisation, à l'institution de l'école des maris, à la promotion de la scolarisation de la jeune fille et de la santé de la reproduction, lutte contre les mariages précoces, espacement de naissance, allaitement exclusif au sein. Le gouvernement doit donc redoubler d'efforts sur les 2 prochaines années afin d'inverser la tendance. Dans le secteur de la santé, le gouvernement a renforcé le personnel soignant en recrutant plusieurs milliers d'agents, dont plus de 500 médecins, des cases de santé, des centres de santé intégrés, des maternités, des centres de santé de la mère et de l'enfant. Un centre de cardiologie, entre autres, a été construit. Des centres de santé intégrés, des hôpitaux de district, des centres hospitaliers régionaux, des pharmacies populaires ont été réhabilités ou équipés. La construction d'un centre de lutte contre le cancer est en voie d'être terminée et un hôpital de référence d'une capacité de 500 lits est en cours de réalisation à Niamey. Il coûtera environ 35 milliards de francs CFA. Le gouvernement est instruit pour accélérer le programme d'infrastructures sanitaires pendant les 2 prochaines années, afin d'améliorer le taux de couverture sanitaire qui reste malheureusement encore faible, au niveau de 48% environ. En dépit de cette faiblesse, la qualité des soins s'est améliorée du fait du recrutement massif des médecins et autres agents de santé et du fait du paiement de plus de 17 milliards de francs CFA pour la prise en charge de la gratuité des soins, système que le gouvernement doit auditer pour en accroître l'efficacité. Les actions du gouvernement dans le secteur de la santé ont permis de réduire le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile, permettant à notre pays d'atteindre les OMD 2 et 3. Le taux de prévalence du VIH-Sida a été fortement réduit, ce qui a permis au gouvernement de réaliser l'OMD 6 pour ses performances. Le gouvernement a reçu les félicitations de l'OMS et de certaines ONG du secteur de la santé. Le taux de malnutrition chronique des enfants de 0 à 5 ans a été également réduit, alors que les actions du gouvernement ont permis d'augmenter le taux d'accouchement assisté par un personnel de santé qualifié et celui de l'allaitement exclusif au sein. Mes chers concitoyens, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est une préoccupation constante du gouvernement
qui a consenti des investissements importants dans ce domaine. Ainsi, en 3 ans, en milieu rural, plus de 6 500 équivalents points d'eau ont été réalisés, plus de 2 000 ont été réhabilités et plus de 900 sont en cours de réalisation. En milieu urbain, les taux de desserte et d'accès ont été améliorés à travers la construction de plusieurs châteaux d'eau, l'extension du réseau de distribution, la réalisation de nouveaux branchements sociaux et la construction des bornes fontaines, avec un taux de desserte de 87% environ. Le gouvernement a atteint, en milieu urbain, les OMD, dont la cible dans ce domaine est de 82,5%. C'est le lieu de noter que les travaux du chantier d'alimentation en eau de la ville de Zander vont démarrer très prochainement. S'agissant de l'assainissement, plusieurs dizaines de milliers de latrines familiales et publiques ont été réalisées, alors que l'approche assainissement total, pilotée par la communauté, connaît des progrès dans les villages. Dans le domaine logement, le gouvernement a engagé des actions pour accroître l'offre en logements sociaux décents. Le nombre de logements sociaux réalisés n'est pas encore à la hauteur de nos ambitions. Le gouvernement doit donc accélérer la mise en œuvre des projets et programmes en cours de négociation dans le cadre du partenariat public-privé et qui porte sur environ 12 000 logements. Mes chers concitoyens, la mise en œuvre du programme de Renaissance a permis de créer de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. Elle a aussi permis de renforcer la classe moyenne, à travers notamment une augmentation des rémunérations des agents de l'État. Ainsi, en 3 ans, plus de 470 000 emplois, dont environ 87 000 emplois permanents, ont été créés. Les emplois permanents concernent le secteur public pour plus de 47 000 et le secteur privé pour environ 40 000. La masse salariale annuelle distribuée aux fonctionnaires a très fortement augmenté entre 2010 et 2013. Mes chers concitoyens, comme nous venons de le voir, des plus petits chantiers, comme les latrines publiques et familiales, aux plus grands, comme le barrage de Kandaji ou le chemin de fer, les actions du gouvernement ont couvert depuis 3 ans l'ensemble des 8 priorités du programme de Renaissance. Le taux d'exécution du programme est globalement satisfaisant. Le gouvernement intensifiera ses actions pendant les 2 prochaines années. Les ressources financières pour la réalisation de nos objectifs sont disponibles. Les chantiers seront de plus en plus nombreux dans le pays. L'espoir est permis. La satisfaction des aspirations des populations nigériennes à la démocratie, à la sécurité, à l'alimentation, aux infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques, en matière de nouvelles technologies de l'information, à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l'emploi, la satisfaction des aspirations, dis-je, est à notre portée, avec l'aide de Dieu. Que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie.
Voilà, c'était là donc le message à la nation livré par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, à l'occasion de l'an-3 de son accession à la magistrature suprême de l'État. Suite de ce journal, ici avec de la politique, la délégation régionale du parti CDS Rama de la région de Zender a organisé, c'était hier, un grand meeting populaire à l'arène de jeux de la dite localité. Un meeting en vue de soutenir les actions du comité paritaire de réconciliation au sein du Parti vert. Qui a rassemblé plusieurs centaines de militantes et militants du CDS Rahman a été le cadre de relancer le débat sur les attributions du comité paritaire pour la réconciliation. En outre, la délégation régionale de Zender, celle de Maradi, a également été représentée. Tour à tour, les différents orateurs se sont succédés. Chacun, en ce qui le concerne, a réaffirmé le besoin pour les responsables du parti à se réconcilier pour le bonheur du CDS Rahama. Mun yi wannan taro da sunan kwamiti na sulhu na jam'iyyar CDS Rahama. Kwamiti na sulhu na jam'iyyar CDS Rahama menene munhosh guda daya. Jam'iyyar CDS Rahama ta dimki ta zama guda daya. Jam'iyyar CDS Rahama mu zama tsintsiya madarminki daya. En marge de ce meeting, le coordinateur de la délégation régionale de Zender nous fait ici le point de ce grand rassemblement. D'abord, on a présenté le comité paritaire, qui est un comité chargé de faire la réconciliation entre les fils du CDS Rahama par rapport aux litiges qui les opposent il y a de cela 3 ans. Il y a des gens qui se cachent derrière un arrêt, l'arrêt 150 de la Cour d'appel le jugement du 19, mais personne n'a lu cet arrêt. Donc après attestation du jugement rendu, sous-signé Mme Roufaï, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, constate le désistement d'appel de la CDS Rahama interjeté contre le jugement numéro 43 du 25/1/2012 et elle lui en donne acte. Reçoit la CDS Rahama à son appel du 29/7/2011 contre le jugement numéro 300 du 27/7/2011. Rejette les exceptions d'irrécevabilité et de nullité soulevées par le conseil de la CDS Rahama. Au fond, constate que l'instance est devenue sans objet. Ça veut dire que l'instance est devenue sans objet, la réunion du bureau politique dont il fait allusion est devenue sans objet. C'est la justice qui le dit. Elle dit condamne le CDS Rahama au départ. Ce meeting organisé ce samedi servira de créer un cadre d'échange entre les responsables du parti et les militants. Avec cet élan, tout semble dire que le CDS Rahama connaîtra sa stabilité d'un temps. Le RJRN, le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, a de son côté publié une déclaration. C'était ce matin à la place des martyrs. Il s'agissait pour la dite structure de soutenir et encourager les actions des autorités de la 7e République. Un extrait de la dite déclaration, c'est avec le président du RJRN. Ce 7 avril 2014 consacre le 3e anniversaire de l'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Ce fut 3 ans de labeur assidus, pendant lesquels le président a pu, avec patience, abnégation et clairvoyance, mettre en exécution sa promesse de travailler sans relâche pour le bonheur du peuple nigérien et mener à bien ces programmes titanesques de la renaissance du Niger, en dépit de des obstacles de toutes sortes. En effet, ce 3e anniversaire coïncide avec le lancement officiel du projet de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey, Ouagadougou-Abidjan par le président de la République, chef de l'État. Ce vieux projet qui date de 1936
est devenue aujourd'hui une réalité grâce aux autorités de la 7e République. C'est dire que l'heure n'est plus à la politique politicienne, mais à la remise de tous au travail. 3 ans après, il est loisible de constater que de nombreuses actions ont été menées sur tous les plans. Ainsi, relativement au développement agricole, en plus des multiples appuis aux producteurs lors des différentes campagnes, la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a permis à des milliers de paysans de maximiser leur production, surtout à travers les cultures irriguées. En ce qui concerne les transports et l'énergie, en 3 ans de gestion, le président de la République et son gouvernement ont réussi à réhabiliter et à construire plusieurs centaines de kilomètres de routes bitumées, dont, entre autres, le lancement, le 18 février dernier, de ce deuxième échangeur routier ou échangeur de places climatiques. Et le lancement de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey, Ouagadougou-Abidjan, ce 7 avril, par le président de la République. Aussi, de nombreuses localités ont été dotées en énergie électrique grâce au programme d'électrification rurale. Aussi, faut-il souligner que, sur le plan de la gouvernance politique, des résultats tangibles ont été enregistrés. Bref, d'importants volets du programme de la Renaissance ont été mis en œuvre avec des résultats encourageants. Le parti politique Modern Lumana a tenu hier au palais de congrès de Niamey les assises de son premier congrès extraordinaire, un congrès sous fond de tension avec notamment l'exclusion contestée de certains membres influents du bureau politique national qui, de leur côté, avaient rendu publique une déclaration. Décryptage avec Idi Maman Siraj. L'El Hama Amadou a mobilisé ses troupes au palais des congrès. 3000 places. La salle est bien pleine, mais avec beaucoup d'énervement et de brouhaha. Lumana El Chana a bien rempli le palais des sports qui peut contenir 5000 places. L'ambiance était certes électrique, mais il y avait moins d'énervement. Dans son intervention très dure, Hama Amadou ne passe pas par 4 chemins pour traiter le président Issoufou de tous les noms d'oiseaux et fustige la 7e République pour ses agissements qu'il qualifie de peu orthodoxes. Mais il affirme son appartenance à l'ARDR. Monsieur le Président de l'ARDR, pour le Modern FA Lumana Africa, c'est une belle occasion que celle de notre congrès pour vous réaffirmer, Monsieur le Président, son appartenance pleine et entière à l'alliance que vous présidez. Lumana Africa ne sera pas le parti qui rompra les engagements pris au sein de notre alliance. Il ne prendra aucune décision en solitaire avec quiconque, a fortiori avec le pouvoir, quel que soit l'intérêt qu'il en pourrait retirer. Il sait aussi que c'est dans l'unité de notre alliance que réside la force de l'opposition et c'est dans notre détermination commune que le combat engagé pour la sauvegarde de la démocratie et le salut de la République sera gagné. Le camp Tchana a bien circonscrit son discours en parlant uniquement du climat au sein de Lumana. C'est ainsi qu'il rejette son exclusion illégale et cavalière de Lumana. Tchana et ses collègues accusent Hama Amadou de tous les maux dont souffre leur parti. C'est donc sans surprise que nous constatons le non-respect des textes et des procédures régissant la préparation, l'organisation et la tenue d'un congrès dont nous connaissons parfaitement les motivations. La soi-disant réunion du bureau politique national tenue en catimini le 4 avril illustre éloquemment ce constat. En effet, comment comprendre que 85 membres sur 225
puisse prononcer une décision d'exclusion en violation flagrante des statuts et règlements intérieurs du moderne FA Lumana Africa. Lumana Africa est un parti politique ouvert à tous les Nigériens respectueux du droit à la différence et de ses valeurs, et nul ne peut nous empêcher d'y militer et de les cultiver individuellement et collectivement. Dans ces conditions, nous ne nous faisons aucune illusion sur l'objectif assigné à ce congrès et les décisions qui en découleront, et par conséquent, nous nous réservons le droit de recourir à tous les moyens légaux pour faire valoir la légalité. La dissension entre les deux camps est maintenant au grand jour. Hama, dont le fief et Niamey, a mobilisé 3000 personnes au palais des congrès. Tchana, lui, a pu réunir 5000 au palais des sports. Le camp Hama tenait un langage très dur en attaquant directement le président de la République. Le langage du camp Tchana était beaucoup plus modéré, mais s'en prenait à Hama Amadou. Des deux camps qui se détestent à présent, qui détient la légitimité ou la légalité? Seule la justice nous le dira. Autre aspect de ce journal, à la veille du lancement officiel des travaux de la boucle ferroviaire Niamey-Dosso-Parakou-Cotonou, les préparatifs de cet important événement vont bon train. La population émerveillée par la réalisation de ce rêve vieux de plusieurs décennies se précipite sur le chantier en vue de satisfaire sa curiosité. Retrouvons Idi Mamansiraji pour le constat. Pour un événement inédit, ça n'est vraiment un. Le train sera bientôt une réalité au Niger. En témoignent les préparatifs du lancement officiel de la boucle ferroviaire Niamey-Dosso-Parakou-Cotonou. À 2 jours seulement de cet événement tant attendu par les Nigériens, les curés rivalisent d'ardeur pour être témoins de l'histoire. Et ce, devant un dispositif de sécurité composé aussi bien de la police nationale que des éléments d'une agence de sécurité privée. Tout est donc presque fin prêt pour le jour J, c'est-à-dire le 7 avril, date anniversaire de l'an 3 de l'investiture à la tête de l'État du Niger, de l'artisan de la concrétisation de ce vieux rêve de tous les Nigériens, toutes générations confondues. Entendez par là le président Issoufou Mahamadou. Face à cette œuvre, les Nigériens expriment leur sentiment de fierté. Wallahi na yi matukar jin daɗi kwarai da abun muna ganin shi kasashen waje kuma har yau gashi ya shigo cikin kasar mu Niger. Kenan ba abun da zamu cewa sai mu gode ma president Imu Muhammadu Isu, mun gode Allah ya sa albarka, mun gode kwarai muna matukar murna sosai tunda abun da muke gani can kasashen waje muke gani a TV yau gashi har ya zo kasar mu Niger. Kenan ba abun da za a cewa abun horin ciki ne. Duk wanda a cikakken dan Niger sai shi murna da abun da ya zo kasar shi na jin daɗi. Wallahi ayo binikani ka ai ma a Kano gumu zama ayo man bai gidi tren fondo ai man bai gidi tren on kuna iri ko kande ir ai ka hala newo gidi mat kan awora tren mun bora ne man bai gidi tren fondo amma wallahi ne ko sabu kan kuna ai man buka lai di tren fondo ir labora fisbillahi wadi hinno kanesi zama lo mai yan ko tunu ro go mai ma dai no ir man bai ga koi amma so ir ne ya tren ne ya ir ko ara fisbillahi ir ma kai ne. Avec la réalisation de ce rêve vieux de plusieurs décennies, le Niger amorce une nouvelle phase dans son élan de développement socio-économique. Le train de la Renaissance est véritablement